merci, et merci à vous tous également. Je commencerai, bien que je n'ai que 10 minutes. Non, vous aurez un petit peu plus. Non, on va dériver un peu, même tant si pis. je vais un tout petit peu prolonger, j'essayerai de faire très court. Mais je voudrais, bien que j'ai cette contrainte ou cette obligation d'être bref, je voudrais d'abord présenter mes excuses à Maître Sanviti, parce que si je vous ai interrompu, mais ça m'est venu spontanément et ce n'était pas bien de ma part, même si je reste persuadé que les soldats sont souvent très maltraités et peuvent être traités comme des esclaves. Et c'est justement la dignité, enfin bref, on ne va pas partir sur ce genre de considération, mais qui est pourtant extrêmement importante. Je ferai également une autre remarque à propos du précédent exposé, qui m'a beaucoup intéressé, puisqu'il entre en résonance, vous y avez d'ailleurs fait allusion, avec une partie de mon existence. Sur ce point, je voudrais dire que le changement qui s'est opéré et qui vous a été décrit dans les années 2000, et dont l'armée a énormément souffert et continue d'ailleurs à souffrir, je tiens à signaler que nous n'avons pas attendu ces réformes pour très bien fonctionner. Nous calculions la solde avec une rigueur extrême, alors que le calcul de la solde est quelque chose qui est très compliqué et qui échappe d'ailleurs à la connaissance du civil. La solde d'un marin est quelque chose de extrêmement compliqué parce que le nombre de paramètres change en permanence, c'est en évolution constante, et donc la marine, en l'espèce, avait mis au point des logiciels extrêmement performants qui faisaient d'ailleurs l'admiration de tout le monde. On a tout cassé pour transférer cette tâche au privé qui s'est planté. Et je pourrais continuer abondamment. Également, vous avez fait allusion au cabinet conseil, au cabinet. Je voudrais aborder un versant, une autre face, en quelque sorte, l'autre face du sujet. C'est que pour permettre à ces cabinets d'intervenir, on a tué les grands corps d'expertise propres à l'État, en particulier le corps des mines, auquel nous devons le nucléaire, hein, le corps, et je pourrais, etc. Or, ces corps qui étaient des corps recrutés parmi les meilleurs de la jeunesse, hein, entre parenthèses, qui subissaient une formation de très grande qualité et qui surtout étaient au contact des réalités. Eux seuls savaient. Hein, eux seuls savaient. Eh bien, on a cassé tout ça, et nos problèmes à l'heure actuelle concernant l'énergie, pour essayer de faire marcher notre filière nucléaire, qui était un exploit exceptionnel mondial, eh bien, comme on a cassé ces corps, aujourd'hui, nous avons énormément de mal à entretenir ce qui reste de notre dispositif nucléaire. Et bien évidemment, ce n'est pas le privé qui va nous sauver. Et Westinghouse, quand même. Oui, mais enfin, on peut en parler également. Encore une fois, c'est un sujet que je connais comme militaire, mais également, si j'ose dire, dans le cadre de mes activités civiles, et donc je réagis très fortement. On a cassé l'État, eh bien nous allons en payer le prix. Et beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, cela dit, j'en viens à mon propos. Mon propos, le sujet qui vous a été annoncé est quand même un sujet un peu en amont par rapport à l'intitulé, au sujet propre à ce colloque. Le rôle et la place du travail dans la société de demain. C'est très en amont, pourquoi? Parce que si le droit définit le rôle et la place du travail, à un moment donné, la place et le rôle du travail sont essentiellement fonction de la manière dont on conçoit la vie et dont s'organise une société. Et elle le fait de manière délibérée, le droit n'en étant que l'expression. En d'autres termes, le rôle et la place du travail, c'est une affaire de civilisation. C'est une affaire de civilisation, et le rôle et la place du travail, dans l'histoire de l'humanité, a énormément changé.
pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la Bible, souvenez-vous que la Bible commence, l'Ancien Testament, c'est le Jardin d'Éden. Adam, à cause de son épouse, fait une petite bêtise et il est condamné à travailler. Et d'où la valeur rédemptrice, d'ailleurs, du travail qui va nous poursuivre jusqu'à maintenant. Et par la suite, lorsqu'on aborde des sociétés primitives, condamnées au travail pour survivre. Mais il n'y a pas de facteur capital. L'homme est confronté à la nature et par son travail doit s'en sortir par lui-même. J'insiste beaucoup là-dessus. Ça a des conséquences économiques, morales et religieuses considérables. Et puis, progressivement, l'homme, dans cette contrainte qui s'impose à lui, celle de travailler, eh bien, réfléchit et se dit, mais quand même, je peux démultiplier mon effort avec des petites choses, etc., qui vont se développer. C'est toute l'histoire de l'humanité que nous serions amenés à refaire pour montrer que, en se dotant d'instruments qui vont croître et embellir tout au long de l'histoire, eh bien, l'homme va certes travailler, mais va devenir l'esclave de l'instrument qu'il crée. Et c'est pour ça que, aussi bien dans la littérature que dans la morale, les religions, etc., qu'en économie, bien évidemment, le travail est quelque chose de fondamental dans la science économique. Eh bien, c'est comme le visage de Janus. Il y a un côté positif, un côté négatif. Le travail, c'est ce qui permet à l'homme d'avoir un revenu pour vivre. Et en même temps, il y a un coût. Il se fatigue, il s'épuise, il vieillit, etc., etc. Et cette balance coût-revenu, évidemment, détermine l'approche et la manière dont on peut concevoir le travail. Alors, je voudrais donc revenir sur ces points assez rapidement en disant que aujourd'hui, après l'arrivée du capitalisme, sous des formes d'ailleurs extrêmement différentes au fil du temps, c'est-à-dire l'arrivée du capitalisme auquel nous pensons, ça nous ramène à la Renaissance. À la Renaissance, dans sa version marchande, puis dans sa version industrielle par la suite, c'est-à-dire progressivement technique. Et à ce moment-là, si vous voulez, il se produit un combat entre le travail et le capital. Et si le travailleur est l'initiateur, il va devenir finalement le subordonné et l'esclave. C'est la raison pour laquelle, en permanence, vous avez dans ce combat qui s'est développé le problème de la justice. Qu'est-ce qu'il est normal de faire pour que le travail soit reconnu et rémunéré convenablement? C'est un problème permanent et entre nous, il n'y aura pas de solution. Parce que c'est inhérent à la manière dont les choses se forment. Je finirai par le général de Gaulle, mon petit exposé. C'est une improvisation, je ne vous le cache pas. Mais ce sur quoi maintenant je voudrais insister, après avoir dit le travail, le rôle et la place du travail, c'est une affaire de civilisation et de conception de la vie, je voudrais insister sur le fait que nous vivons une mutation de civilisation. C'est-à-dire que la civilisation que nous avons connue, et indépendamment de son évolution, cette civilisation est en train de mourir, et bien évidemment se met en place autre chose. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis la Renaissance, et ça marque la relation travail, c'est que nous avons assisté au progrès technique, à un progrès technique plus ou moins rapide, plus ou moins chaotique, mais on est allé de progrès en progrès. Aujourd'hui, on change, ce n'est pas seulement un instrument dont l'homme va pouvoir disposer
pour travailler. Maintenant, et vous le savez au moins autant que moi, nous concevons des machines qui commencent à montrer leur autonomie. Il est certain qu'un ordinateur a des capacités de compilement que même le plus doué d'entre nous n'aura jamais. Et donc, au fil du temps, s'il ne se passe pas quelque chose pour rétablir l'équilibre, la bataille va être gagnée par la machine. Et il ne peut pas en être autrement. Ce qui veut dire que, comme David, face à Goliath, l'homme, il va falloir qu'il trouve une parade pour compenser ce déséquilibre qui est en train de à la fois lui profiter, mais de jouer à terme contre lui. Enfin, je résume. Alors, ceci est évidemment très lourd de conséquences du point de vue pas seulement de la définition de la place du travail et de son rôle, mais du point de vue de l'organisation sociale. Nous allons vers des sociétés, je n'ai pas le temps, puisque j'ai promis dans 5 minutes d'en avoir fini, nous allons vers des sociétés de plus en plus inégalitaires. Comme je suis sans doute le plus âgé parmi vous, ou l'un des plus âgés, moi j'ai connu une époque, si vous voulez, où, disons, vous pouviez être président d'EDF ou d'un grand groupe, etc., par rapport à la rémunération d'un de vos employés au plus bas de l'échelle, le facteur était de l'ordre de 10. Où en est-on aujourd'hui? Et dans certains cas, bien plus. Et bien plus, croyez-moi. Nous allons vers des sociétés, mais pas seulement dans la rémunération, dans le traitement social. Nous avons aujourd'hui vous avez des populations croissantes qui n'ont plus besoin, qui n'auront jamais l'occasion de travailler. Donc le rôle et la place du travail, vous voyez bien que ça change complètement. Par rapport à l'époque très lointaine où pour vivre, il fallait travailler. Aujourd'hui, ça ne sera plus le cas. Demain, pardon. Ça ne sera plus le cas. Donc tout ça est en train de changer considérablement. Alors, comme dans 3 minutes je dois avoir fini, je vais simplement dire de mon point de vue ce qui va se passer, pour en tirer ensuite peut-être des conséquences sur le plan juridique. Et non pas l'inverse, vous m'avez compris. Bon, le droit n'est qu'une expression importante que nous devons saluer. Mais voilà. Et donc il ne faut pas être en retard sur les évolutions sur le plan juridique. Parce que sinon, ça crée des courjus. Alors, nous allons, pour ceux d'entre vous, je pense que la plupart d'entre vous n'ont qu'à se référer à ce vieux livre d'Huxley, il y a du vrai pour la société de demain dans Huxley, avec les alphas, les bêtas et les gammas. Je passe. Je pense en particulier que la relation qui a fleuri en 1968, métro, dodo, boulot, eh bien, ça va changer. Il n'y aura plus cette espèce de dislocation entre le métro, le dodo et le boulot. Tout ça va se rapprocher. Grandes inégalités sociales, bien évidemment dans la rémunération, et mon Dieu, une sorte de confusion croissante, et croyez-moi, ça fait de la peine. Moi, je suis resté 42 ans au service de l'armée et de l'État. Je suis pour l'État à fond,
et surtout en France, car sans État, la France ne peut pas exister. C'est l'État qui a fait la France, et avec son affaiblissement et sa disparition, la France disparaîtra. Mais c'est un autre sujet. Mais tout est lié, pourtant. Ce que nous allons assister avec ce que j'ai évoqué à une confusion croissante entre l'activité, par exemple professionnelle, et la vie privée. Et la vie privée. Des conséquences juridiques considérables sur tous les plans. Et pas seulement pour l'entreprise. Je pense que l'avenir n'est peut-être pas à la suppression des grands groupes, mais les grands groupes, quand même, et on le voit très bien, les grands groupes ont du mal à, s'ils ne bénéficiaient pas de rente, qu'ils chassent d'ailleurs en permanence, et avec d'ailleurs un succès qu'il faut saluer, parce que c'est une performance. Mais à l'inverse, l'avenir est aux micro-entreprises. Je pourrais là aussi être un peu plus précis et technique, mais bon, je lance cela sous forme d'affirmation. L'avenir, certainement, et là je crois que la question de la participation est très largement dépassée, dans tous les sens du terme. Nous allons vers des formules de gouvernance communes, et un des modèles, le modèle coopératif, à mon avis, a des jours. Je ne dis pas qu'il va dominer, il y aura certainement d'autres formules, mais tout ce qui est coopératif devrait, à mon avis, revoir un certain élan. Il y a un problème de répartition. Je vous ai dit que les inégalités vont... D'ailleurs, elles flambent déjà. Mais qu'est-ce que ça sera dans 20 ou 30 ans? Eh bien, bien évidemment, si vous voulez, pour éviter des gilets jaunes à la puissance 100 ou 1000, n'en sais rien, peu importe d'ailleurs, mais pour éviter ces mouvements, il faudra bien trouver un régulateur social. Et personnellement, même si je n'y suis pas favorable, je suis à peu près sûr que nos politiques mettront en avant le revenu universel. Ce qui pose un problème économique, c'est-à-dire la capacité de formation de surplus. Là, je vais devenir un peu technicien, parce que le surplus, c'est quelque chose de très compliqué, et c'est ce qui a valu son prix Nobel à Maurice Allais. Mais encore faut-il être capable de faire du surplus. Eh bien, il faudra que nos sociétés de demain, c'est là où j'ai quelques inquiétudes. Car s'il n'y a pas de surplus, il ne peut pas y avoir dans l'équilibre de revenu universel. Donc, ce sont des sociétés qui vont fonctionner, me semble-t-il, et l'entreprise, voilà, je vais m'arrêter là. Je voudrais simplement finir, parce qu'on invoque... Plus on n'est pas gaulliste, plus on invoque la personne du général de Gaulle. C'est devenu fatigant. Le général de Gaulle, sur cette question-là, a eu des formules extrêmement intéressantes, mais qui me paraissent, pour intéressantes qu'elles soient, doivent être complétées, voire même transformées. Alors, je vous donne ces quelques citations. D'abord une dont je ne suis pas sûr qu'elle soit véritablement du général de Gaulle, sont plutôt des propos qui lui sont attribués. Il faut trouver une troisième loi, virgule, entre les loups et les moutons. Donc ça veut dire... Bon, je vous rappelle que le général de Gaulle, qui était un officier très classique, très classique, n'était pas marxiste. Il y a des officiers marxistes, hein, et pourquoi pas d'ailleurs. Ce n'est pas forcément une tare. Mais le général de Gaulle était pétri de ce que l'on appelait le christianisme social, c'est-à-dire Marc Sangnier, etc., Morin, Thibon, etc., Massillon, etc. Bon,
je été pétri. Et c'est cela qui l'a conduit à dire ce qu'il a dit à propos de la participation. Alors, ce qu'il a dit, et ça c'est relevé par moi, donc c'est à peu près sûr que c'est vrai, qu'il soit associé à la marge des entreprises, virgule, que le travail ait les mêmes droits que détient le capital, virgule, que leur rémunération soit liée, comme le revenu des actionnaires, au résultat de l'exploitation, c'est ce à quoi je projette d'aboutir. Vous voyez sa volonté. Il dit mieux, il va plus loin, à un autre endroit. L'association du capital, du travail et de la technique, c'est là où je vois la structure humaine de l'économie. Et pour finir, mais c'est un peu de la même farine, le changement qu'il faut apporter à la condition ouvrière, c'est l'association active du capital à l'œuvre économique qu'il contribue à accomplir. Alors, je suis d'accord sur tout ça, si ce n'est que c'est très insuffisant, très insuffisant, très insuffisant, au regard de ce qui nous attend. C'est-à-dire que, compte tenu de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que la place et le rôle du travail changent complètement, à la fois sur un plan qualitatif et sur un plan quantitatif. Eh bien, la proposition très intéressante du général de Gaulle est en retard sur l'évolution qui s'annonce. Voilà, j'ai fini.